Aujourd'hui, on va parler des incertitudes par la méthode des dérivées partielles. En fait, vous avez vu dans le cours de mécanique le calcul d'incertitude par la méthode des règles simples et par la méthode des extrêmes. Les règles simples, c'est toujours bon, ça fonctionne encore, puis dans certaines circonstances, je vous encourage à utiliser les règles simples. Par contre, on a vu dans le cours de mécanique, entre autres, qu'on ne peut pas utiliser la méthode des règles simples tout le temps. Par exemple, si vous avez des exponentielles, des fonctions trigonométriques ou toutes sortes d'affaires un petit peu plus compliquées, bien, les règles simples, il n'y en a pas. Les règles simples, c'est bon pour addition, soustraction, multiplication, division et les exposants, les puissances. Tout le reste, vous aviez besoin des extrêmes. On ne fera plus ça. Donc la méthode des extrêmes, vous la prenez, vous l'achetez, c'est fini, on s'en sert plus. Pourquoi on vous a montré ça? Parce que vous ne saviez pas dériver, puis que c'est une façon un petit peu de s'en sortir là, pour faire certains calculs. Mais c'est pas précis. Donc on va utiliser une méthode qui est plus précise, qui est la méthode des dérivées partielles. La méthode des dérivées partielles, elle s'écrit avec cette équation-là. Bon, je sais que c'est pas super rassurant quand on la regarde comme ça, mais il y a certains symboles qu'on connaît déjà. Par exemple, ça ici, delta x, c'est l'incertitude de x. L'incertitude de y, l'incertitude de z. Donc ça, c'est des symboles qu'on connaît déjà. Ils veulent encore dire la même chose. Ici, c'est l'incertitude de f. F, ici, c'est une fonction qui dépend de trois variables, x, y et z. Et ce qu'on vous dit qu'on va devoir faire, c'est ceci. Donc ça, c'est le symbole qui est nouveau. Ça a l'air d'une dérivée, hein, df sur dx, mais mon d, il est comme rond. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, je sais pourquoi. C'est parce que c'est pas une dérivée, c'est une dérivée partielle. Quand vous faites une dérivée normalement, vous devez faire une dérivée dans une fonction, une équation dans laquelle il y a une seule variable. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus qu'une variable dans l'équation? On peut faire des dérivées quand même. On appelle ça des dérivées partielles. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va dériver uniquement par rapport à une variable à la fois. Donc, je vais prendre ma fonction f. Je vais la dériver par rapport à x. Puis le résultat de ça, je vais le multiplier par l'incertitude de x. Puis je vais recommencer avec y, puis avec z. On va regarder ce que ça va faire. Alors, supposons qu'on a l'équation suivante, une fonction f quelconque, qui est x au carré fois racine carrée de y moins z. On pourrait faire ça avec la méthode des règles simples, ça fonctionnerait, puis en fait, non seulement ça fonctionnerait, ça donnerait exactement la même réponse que ce qu'on va faire là. Mais là, j'essaie de vous montrer comment utiliser la dérivée partielle. On va regarder ça ensemble. Supposons qu'on a comme valeur initiale x qui égale 5.08 plus ou moins 0.17, y 12,6 plus ou moins 0.2 et z 19,31 plus ou moins 0,06. Je n'ai pas mis d'unité ici parce que de toute façon, c'est des chiffres que j'invente. On va faire semblant que c'est tout sans unité. On va faire quoi? Bien, premièrement, on va déterminer c'est quoi la valeur de f, la valeur centrale. Donc juste x au carré fois racine carrée de y moins la valeur de z, ça me donne une valeur centrale de 10,0460. On va garder cette valeur-là en tête. Bien, pas en tête, on va revenir à la fin. Maintenant, ce qui est plus difficile, comment je trouve l'incertitude sur f? Alors, pour faire ça, je vais prendre mon équation qui est ici, et je vais d'abord prendre la fonction f, qui est là. Je vais la dériver par rapport à x. Quand je fais ça, ce que je fais, c'est que je prends l'équation f, et je dérive par rapport à x comme si x était la seule variable. C'est-à-dire que je vais considérer y et z comme des constantes. Si ça, c'était racine carrée de 5 moins 3, je le traite un peu de la même façon. Évidemment, on ne remplace pas par des chiffres au hasard, mais on va dériver notre fonction par rapport à x seulement. Donc la dérivée de x carré, ça fait 2x. Y, bon, racine carrée de y, c'est plus facile si vous écrivez y exposant une demi, c'est plus facile à voir. Puis ça ici, je le considère comme une constante, c'est comme un facteur multiplicatif à mon x carré. Donc, si j'avais 3x carré, ben, je ferais 3 fois 2x, la dérivée de x carré. Mais là, au lieu d'avoir un 3, j'ai un racine carrée de y. Je vais le laisser comme ça, mon racine carrée de y, ou y à la 1/2 ici. La dérivée de z, bien, comme z est une constante, si je dérive par rapport à x, je considère z comme une constante. La dérivée d'une constante, bien, ça fait 0, fait que ça fait juste moins 0. Fait que la dérivée de ma fonction, cette fonction-là, finalement, est x carré fois y à la 1/2 moins z, ça me donne 2 fois x fois y à la 1/2 moins 0. Et je vais multiplier le tout par l'incertitude de x.
Ensuite, on fait la même chose avec y. Donc, je prends mon équation qui est là, et je la dérive par rapport à y. Et pour faire ça, je considère x et z comme des constantes. Fait que mon x, c'est un facteur multiplicatif de mon y. Fait que x carré, ici, je le laisse là. X au carré. Et ensuite, on va faire y à la 1/2. Je vais dériver ça. Ça va me donner 1/2 fois y exposant moins 1/2. Encore une fois, je vais dériver le z, la dérivée de z par rapport à y. Z, je le considère comme une constante. Fait que la dérivée d'une constante par rapport à y, ça me donne 0. Et je multiplie le tout par l'incertitude en y. Puis on fait la même chose avec z. Alors en z, c'est encore plus simple parce que je considère x carré et racine carrée de y comme des constantes. Fait que toute la dérivée de la constante ici, ça fait 0. Donc dérivée 0. Et la dérivée de moins z, ça me fait moins 1. Donc, quand je dérive par rapport à z, j'obtiens 0 moins 1. Et là, on n'oublie pas la valeur absolue. Ici, on se rend compte à quel point ça va être important. Cette valeur-là ne peut pas être négative parce que je vais multiplier par l'incertitude de z. Puis le tout, c'est des additions. Donc, on additionne les incertitudes créées par chacune des variables. Et là, ben, il ne faut pas que ce soit une soustraction. Donc, on met la valeur absolue, ce qui veut dire que ça va donner 1, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a cette équation-là, puis j'en conviens, c'est pas très joli, mais on va remplacer par toutes les valeurs que je vous avais données tout à l'heure. Donc, ces chiffres-là que je vous ai donnés tantôt. Donc, on va remplacer dans l'équation. Ça va nous donner 2 fois 5.048 fois 12.6 exposant de demi, moins 0, qu'on aurait pu ne pas écrire, fois l'incertitude de x, qui est ici. Ensuite, 5.048 au carré, fois une demi, fois 12,6 exposant moins une demi, fois 0.2, plus 1, ben 0 moins 1. Donc, il faut faire attention ici, c'est pour ça que la valeur absolue est tellement importante. Quand on fait 0 moins 1, évidemment, ça fait moins 1, mais on ne peut pas avoir une valeur négative ici. C'est-à-dire que mon incertitude, c'est une addition entre chacune des composantes de l'incertitude, si on veut. Et ici, ben, vous ne pouvez pas vous ramasser avec un moins dans l'incertitude. Donc, non seulement l'incertitude ne peut pas être négative, mais les incertitudes, ça ne se soustrait pas. Ça fait juste devenir de plus en plus gros, plus on a de valeurs qui ont des incertitudes. Et donc ici, le 0 moins 1, en valeur absolue, ça fait juste 1. Donc 1 fois 0.06, qui me donne ce chiffre-là ici. Puis là, chacune des composantes ici, je les ai calculées séparément, ça va me donner ça, et au total, 0.888. Alors on peut donner la réponse. Ça va nous donner, on va arrondir ça à 0,9, et on arrondit la valeur centrale qu'on avait trouvée tout à l'heure à 10,1. On va essayer avec une équation qui est plus classique, qui ressemble plus à des choses qu'on a déjà faites, et qui justement ne peut pas être résolue. Je ne peux pas trouver l'incertitude quand j'utilise juste la méthode des règles 5. Donc ici, j'ai besoin absolument de la méthode des dérivées partielles. Alors, je prends l'équation fx qui est f fois cos θ. Donc on suppose qu'on a mesuré une force, qu'on a mesuré une direction, que je cherche la composante en x, puis cet angle-là était mesuré par rapport à l'axe x. Et donc, je vous donne 94,1 plus ou moins 0,3 newton à un angle de 30 degrés, environ un demi-degré d'incertitude. Fait que je vais calculer la valeur centrale, tout simplement. Donc, ça ici fois cos 30, ça va me donner 81,49 newton. Maintenant, comment je trouve l'incertitude? Je repars de mon équation que j'avais, l'équation de tout à l'heure, ma fonction, dérivée par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Puis là, je vais le remplacer par les variables qu'on a pour vrai dans cette équation-là. C'est-à-dire ma fonction qui est fx et mes deux variables qui sont f et θ. Donc, je vais dériver par rapport à f, multiplié par l'incertitude de f, et dériver par rapport à θ, multiplié par l'incertitude de θ. Donc là, je prends mon équation, donc f cos θ, je prends ma fonction, je la dérive par rapport à f. C'est-à-dire que je considère que f, c'est ma variable, et cos θ, c'est un facteur multiplicatif. Donc, la dérivée de f, ça donne 1, puis cos θ, je le garde, je le considère comme un chiffre, et je multiplie le tout par l'incertitude de f. Ensuite, on fait la même chose, mais en dérivant par rapport à θ. Donc, f, c'est mon facteur multiplicatif devant le cos θ. Fait que je le garde, puis la dérivée de cos θ, ça me donne sin θ. Et je multiplie le tout par l'incertitude de θ. Attention. Si vous multipliez ici par l'incertitude de θ en degrés, vous avez un gros problème d'unité. Parce que ça ici, cos θ, c'est sans unité, l'incertitude de f est en newton. La force est en newton,
Sin θ, ça n'a pas d'unité. Si vous multipliez par des degrés ici, vous allez avoir des newtons degrés, ce qui n'a aucun sens. Physiquement, ça ne veut rien dire. Fait que comment je fais pour m'arranger pour que cette valeur-là n'ait pas d'unité? La mets en radian. C'est vraiment important. Si vous multipliez par la valeur en degrés, non seulement vos unités n'auront pas de bon sens, mais en plus, votre résultat va être ridiculement élevé. Il faut absolument mettre l'incertitude en radian. Comment on fait ça? Bien, comme n'importe quel angle. Si vous avez un angle d'un demi-degré puis vous voulez le mettre en radian, vous pouvez faire un demi de 360. C'est combien par rapport à 2π? Donc, on fait juste trouver la valeur en radian. Donc, ici, ça va nous donner quoi? On va faire le calcul. On va remplacer par les valeurs que je vous avais données, l'équation qui est ici. Donc, le 1, je l'ai laissé là, c'était pas nécessaire encore une fois, fois cos 30, fois l'incertitude de f, qui est 0,3. Et ma force, f, 94,1, fois sinus de 30 degrés, multiplié par mon incertitude, mon 0,5 degrés que j'ai mis en radian, ce qui me donne ici 0,00873. Et quand je vais multiplier ça, mon cosinus 30 fois 0,3, ça fait 0,26. 94,1 fois sinus 30 fois cette affaire-là, ça me donne 0,41. Et le total, 0,67. Et donc ma force, donc on va arrondir la valeur qu'on avait obtenue tantôt, la valeur de notre valeur centrale. Donc ça va nous donner 81,5, plus ou moins 0,7 newton. Cette méthode-là, vous l'utilisez à chaque fois, vous ne pouvez pas utiliser les règles simples. Théoriquement, dans certains cas, utiliser cette méthode-là, ça va plus vite qu'utiliser les règles simples. On s'habitue à un moment donné, mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours utiliser les règles simples quand vous êtes capable. Puis chaque fois que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas utiliser les règles simples, comme j'ai dit tantôt, des exponentielles, des logarithmes, des fonctions trigonométriques, n'importe quoi qui n'est pas des fonctions de base, vous n'avez pas le choix. Vous utilisez cette méthode-là. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Et je vais vous tester là-dessus à l'examen de laboratoire à la fin de la session. Il y a des exemples dans le guide de l'étudiant. Il y a quelques exemples de ce type-là. Je vous encourage très fortement à aller regarder. Bonne journée.